Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette couverture spéciale consacrée ce vendredi à la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Les Algériens des 4 coins du pays, des révolutionnaires résolus regroupés sous la bannière du Front de libération nationale, ont pris les armes et décidé de déclencher la guerre qui les sortirait du joug colonial et mènerait à leur indépendance. Depuis, la date du 1er novembre est devenue un jalon historique qui ravive le souvenir des énormes sacrifices consentis par le peuple algérien et les grandes épopées qu'il a menées pour arracher son indépendance et préserver l'intégrité territoriale du pays en mettant en échec les desseins coloniaux. Dix années sont passées depuis le 1er novembre 1954 et cette année, cette date historique est commémorée en grande pompe sous le thème Novembre glorieux, fidélité, renouveau. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est tout d'abord recueilli aujourd'hui au sanctuaire des martyrs à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Abdelmadjid Tebboune a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Shohada de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954. Avant d'entamer le débat et de vous présenter mes invités ce soir, retour sur la symbolique historique de cette date dans ce sujet signé Asma Laïd. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر 1er novembre 1954, 1er novembre 2024. تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. 70 ans après, la glorieuse guerre de libération est encore vivace dans l'esprit des Algériens. Pas seulement les Algériens, puisque la révolution algérienne est depuis le phare des peuples opprimés dans le monde. Un repère pour les peuples qui luttent pour leur indépendance, une motivation
face aux crimes coloniaux comme ceux qu'endurent les peuples palestiniens et sahraouis. Dans la nuit du 1er novembre 1954, plusieurs dizaines d'actions armées ont été menées dans toutes les régions de l'Algérie. Chaque arbre, chaque roche est témoin de cette révolte, cette révolution qui a forcé l'admiration du monde est prise pour référence jusqu'à aujourd'hui par les peuples opprimés, colonisés et en quête d'indépendance. La guerre d'Algérie durera plus de 7 longues années. Sur la seule période de la guerre de libération nationale, on a comptabilisé 1,5 million de martyrs. Un lourd tribut payé pour l'indépendance. Le 1er novembre, la révolution est déclenchée. Le peuple a dit son mot. La route vers l'indépendance est lancée. Une lutte pour la liberté qui ne s'est jamais arrêtée depuis 1830 est engagée. Elle a connu un nouveau souffle. Le souffle qui a gagné l'Algérie entière, unie et déterminée à arracher son indépendance. Le 1er novembre a été le précurseur de cette volonté de se délivrer du colonialisme. L'appel du 1er novembre, diffusé le jour même du lancement de la lutte, a été accueilli à bras ouverts par le peuple. Mettez la révolution dans la rue, elle sera accueillie par le peuple, disait Al-Arbi Ben Mehidi. Justice, démocratie, égalité ne sont que l'heure et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. La proclamation du 1er novembre 1954 est l'un des textes fondateurs les plus importants de la révolution algérienne. Il a marqué le début officiel de la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie. Cette déclaration est ainsi le premier appel officiel adressé par le Front de Libération Nationale, FLN, au peuple algérien appelant à l'unité nationale et à la lutte armée pour accéder à l'indépendance. Cette déclaration accompagnant le déclenchement de la lutte armée a été élaborée par les 6 principaux responsables de l'éclatement de la révolution, à savoir les chefs historiques Mohamed Boudiaf, Al-Arbi Ben Mehidi, Mustafa Ben Boulaïd, Karim Belkacem, Didouche Mourad et Rabah Bitat. Les instigateurs de la lutte armée ne se sont pas contentés d'enclencher un combat militaire contre un empire colonial, mais ont fait preuve d'intelligence, de génie et de stratégie. Groupe des 6, le groupe des 5 rejoint par Karim Belkacem, émanant du groupe des 22, devenant le groupe des 6 historique qui s'est réuni le 23 octobre 1954 chez Mourad Bougueshoura à Boulourine. Au cours de cette réunion, il a été convenu ce qui suit: diviser le territoire national en 5 régions comme suit. La première région, les Aurès, dirigée par Mustafa Ben Boulaïd. La deuxième région, au nord de Constantine, dirigée par Didouche Mourad. La troisième région, Kabylie, dirigée par Karim Belkacem. La quatrième région, Alger et sa banlieue, dirigée par Rabah Bitat. La 5e région de l'Oranie, dirigée par Mohamed Al-Arbi Ben Mehidi. Il a également été question de déterminer la date du début de la révolution, de préparer le texte de la proclamation du 1er novembre et de définir les responsabilités et le mot de passe. À travers l'appel du 1er novembre 1954, l'opinion publique internationale avait découvert la détermination d'un peuple résolu à combattre farouchement le colonialisme jusqu'au recouvrement de son indépendance. La réunion des 22 historiques, symbole de l'unité et de la détermination de la révolution algérienne, reste gravée dans l'histoire comme un moment décisif où des leaders se sont rassemblés pour tracer l'avenir de leur nation. Leur courage et leur résilience ont été le moteur d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité, inspirant des générations entières. C'est grâce à cette poignée d'hommes, d'un courage exemplaire, qu'est venue la première balle tirée contre l'occupation. La proclamation du 1er novembre constitue un jalon historique dans un parcours héroïque de sacrifices consentis par le peuple algérien et les grandes épopées qu'il a menées pour arracher son indépendance.
La glorieuse révolution de novembre reste un exemple de dévouement et de sacrifice au service des valeurs de liberté et de dignité. Elle demeurera une date qui met en avant la grandeur de l'Algérie, la détermination de son peuple qui a écrit avec le sang des martyrs l'une des plus grandes épopées de l'histoire contemporaine. La guerre de libération algérienne est un exemple dont s'inspirent tous les peuples qui vivent toujours sous le joug du colonialisme. Le sacrifice, la résistance et la détermination ont été les mots d'ordre de cette révolution qui a forcé l'admiration du monde entier. La guerre de libération nationale, un exemple que prennent donc tous les peuples, et c'est un sujet donc qui a été réalisé par Asma Laïd après le sanctuaire des martyrs, comme on vient de le voir avant ce sujet signé Asma Laïd. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est ensuite rendu sur la route principale d'Al-Mohammedia où s'est tenu un grand défilé, comme vous avez pu le voir sur notre chaîne, devant Jama' al-Jazaïr. Après avoir écouté l'hymne national Qassaman, le président de la République a prononcé une allocution dans laquelle il a félicité le peuple algérien à l'occasion du 70e anniversaire de la glorieuse guerre de libération nationale. بتفتيش القوات المشاركة في الاستعراض بالتزامن مع ذلك سيتم تنفيذ رمي تشريف بالمدفعية ل70 طلقة احتفاء بالذكرى 70 لثورة نوفمبر الخالدة. المشاركة في الاستعراض استعد. نكب سلاحك، قدم سلاحك. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، القوات المشاركة في الاستعراض جاهزة للتفتيش. اللواء سيدنا علي المشرف العام على الاستعراض. المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، مربع دائرة الإشارة، المديرية المركزية للصحة، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للجمارك، قوات حفظ النظام، السينوتكني، القوات الخاصة، رماة الجو، رماة البحر،
الوطني الخاص. مربع الأمن الوطني الخاص. شعار جزير جزير العب شهداء. هم قوة الحسم، فخر الجزائر في كل الأوقات. حناجرهم تزلزل الأرض، حماسهم يعكس الهيبة والإقدام. إنهم أفراد القوات الخاصة، كلهم قوة واستعداد، هم للشجاعة والإصرار عنوان. Voilà, alors c'était des extraits de la parade qu'a présidé donc le président de la République Abdelmadjid Tebboune pour cette émission. Et pour en parler plus longuement, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir depuis Paris Badis Khnissa. Bonsoir Badis Khnissa. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous également. Vous êtes expert en relations internationales depuis Paris. Également se joint à nous Gamal Abina, analyste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation à votre tour. Merci d'être avec nous. Et puis sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir professeur Abdelkader Soufi, politologue, expert en questions stratégiques et sécuritaires. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir avec nous. C'est toujours un plaisir pour moi. Monsieur Soufi. Alors, Abdelkader Soufi, je commence avec vous. 70 ans après, la mémoire reste vive. Le peuple algérien se remémore les sacrifices consentis par des hommes et des femmes qui ont payé de leur vie l'indépendance de l'Algérie. Oui, moi je pense que c'est dans le gène de l'Algérien. Donc aujourd'hui, aucun Algérien ne peut ne pas se remémorer cette période d'abord qui a emmené vers l'indépendance, mais où il a souffert. Il a souffert pendant 7 ans, mais il a souffert pendant 132 ans. Après, je pense, 124 ans de colonialisme, le peuple algérien a compris qu'il ne pouvait compter que sur soi-même. Après que l'organisation
de l'OTAN les trahit en 1945-1942, après la promesse que la France les trahit, que la France avait exercé toute forme de torture et qui est un manuel de guerre et non pas des actes isolés. Ce qui fait que toute la France était responsable de ce crime génocidaire contre le peuple algérien qui a duré, je le dirais encore une fois, 132 ans, mais l'aboutissement d'une révolte populaire non organisée, une révolution politique, culturelle, sportive, qui est arrivée, donc je pense, à maturité en 1954. Et surtout, il faut se rappeler que 1900 a été le point déclencheur de la révolution algérienne. Donc les 10 ans ont permis de préparer cette guerre. Et ce 1er novembre, qui était la Toussaint pour les Français, a été le point de non-retour pour les Algériens. Donc que vive l'Algérie et que meurt ou vit le citoyen pour que l'Algérie soit indépendante. Badis Renissa, Abdelkader Choufi vient de l'évoquer, le 8 mai 1945, avec cette répression démente des manifestations de Sétif, Galma et Kharrata, on peut considérer que c'est là qu'a commencé le 1er novembre, la révolution du 1er novembre? On peut dire qu'effectivement, c'était le point de bascule. Mais si vous me permettez juste rapidement, j'en profite pour cette occasion mémorable et cette date hautement, je dirais, historique, donc de me recueillir, de nous recueillir, de nous incliner aussi à la mémoire de nos aïeux, de nos compatriotes, mais surtout aussi de ceux qui ont eu recours au sacrifice ultime, notamment pour que vive aujourd'hui l'Algérie libre et indépendante. Donc une pensée particulière et émue à la vue déjà de votre reportage, mais aussi de la parade qui en a suivi, pour justement, comme pour créer une jonction entre le passé, le présent et l'avenir. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, le 8 mai 45 a été un point de bascule et peut-être même un point de non-retour, puisqu'il a permis effectivement, beaucoup plus tard, notamment, le déclenchement de la Révolution glorieuse, mais avant cela, bien évidemment, de structurer davantage les forces vives, qu'elles soient d'ailleurs civiles, militaires ou autres, pour qu'une guerre, ça se prépare. Ceci étant, je reviens un peu dans la chronologie, depuis 1830, il y a eu pas mal je dirais, de résistances, notamment, et qui ont justement fait fléchir la superpuissance française de l'époque. Mais il me semble qu'effectivement, c'est un agrégat de tous ces facteurs-là qui démontrent d'ailleurs que depuis 1830 jusqu'à 1954 et même 1962, avec l'aboutissement de cette indépendance arrachée au biceps, mais surtout arrachée au sacrifice ultime, il y a eu ce que je qualifierais de projet de vie, que cette révolution n'a pas été un projet circonstanciel ou conjoncturel, mais plutôt un projet de vie, puisque arithmétiquement, on va dire, dans ce laps de temps, plus de 6 générations se sont succédées. Et pourtant, 6 générations qui se sont aussi retransmises comme un legs, notamment de cette volonté inébranlable à vouloir arracher l'indépendance de notre pays. Donc oui, effectivement, c'est plusieurs facteurs, mais encore une fois, c'est aujourd'hui, on en tire le legs et l'enseignement fondamental qui est celui de cette unité, pour revenir un peu à mai 45, qui a permis justement de faire fi à toutes les divergences, mais surtout aussi à se focaliser sur un projet qui est le projet de l'Algérie, qui est indépendante et libre, et alhamdoulilah, ils ont réussi. Gamal Abina, il est important aujourd'hui de rappeler, aujourd'hui plus que jamais, la détermination du peuple algérien à arracher son indépendance après plus de 130 années de colonisation française. C'était une période tragique qui a été jalonnée par des soulèvements, on le rappelle, réprimés dans le sang. D'une répression tous les 10 ans. Il n'y a jamais eu de vraie colonisation au sens apaisement du terme. C'est-à-dire que les colons n'ont pas réussi à écraser la volonté d'un peuple. Et surtout, je tiens quand même à commencer mon propos par une chose essentielle, parce que beaucoup de fascistes d'extrême droite ou de nostalgiques de l'Algérie française ou de colonialistes vous disent de façon assez ridicule, et il faut le dire aujourd'hui de façon très claire, que la France aurait inventé l'Algérie. Eh bien, en vérité, la France a détruit l'Algérie. C'est ça ce qui s'est passé. Jamais, au grand jamais, ce pays qui existe depuis des lustres, quelle que soit la configuration du territoire, n'a pas existé. Il a existé avec un peuple, avec des villes qui sont millénaires, avec une civilisation. On est les enfants de la civilisation arabo-musulmane. Et surtout, il a existé parce que les villes étaient constituées avec un peuple qui était alphabétisé à 80%. Je renvoie en cela les travaux de René Vauthier qui l'expliquent très bien. Et donc, quand les Français arrivent de façon barbare en Algérie, c'est pour faire un vol qualifié. Ils veulent récupérer les 5 milliards d'or que le Dey d'Alger
pourquoi ils veulent les récupérer? Parce qu'ils ont perdu la guerre face à la Prusse et que la Prusse leur impose une amende. Et donc c'est la raison pour laquelle ils viennent voler l'Algérie. Il faut rappeler que la colonisation est d'abord un vol, un viol de terre, une destruction culturelle, ça a été très bien dit à l'époque, et surtout une volonté de dominer parce que des raisons raciales, parce que le racisme scientifique existe, parce que ces gens-là se croient supérieurs sur un plan ethnique, et bien de dominer les pays du Sud. Et il se trouve qu'avant cela, il y avait quand même une domination de l'Empire arabo-musulman. Donc c'est un renversement de tendance, mais j'ai envie de dire simplement aujourd'hui, c'est que pendant cette guerre, qui a toujours duré en vérité, on a l'impression qu'il y a 132 ans de colonisation. Non, parce que si on prend les 17 ans de lutte de l'émir Abdelkader, ils n'ont pas l'Algérie. Si on prend Bouamama, si on prend tous les grands leaders de l'Est et de l'Ouest, ils n'ont pas l'Algérie. À chaque fois, ça se révolte. Dans les Aurès, il y a toujours des révoltes. D'ailleurs, ça repart dans les Aurès. Donc le 8 mai 45 est un facteur déclenchant. D'ailleurs, c'est amusant au niveau des chiffres, moi qui aime les maths, c'est que 45, quand vous le basculez, ça fait 54, 9 ans plus tard. Parce qu'à ce moment-là, le ferment nationaliste prend corps et ils se disent on ne peut plus négocier avec ces gens-là. Même si l'étoile nord-africaine a essayé, même si les mouvements de Messali Haj ont essayé, il n'est pas possible de négocier avec des colons. Il faut en passer par les armes et le politique. Et donc c'est à ce moment-là que la jonction se fait par une action politique à l'ONU et par une action militaire. Mais le militaire n'a jamais déserté le terrain algérien. Je veux dire, des révoltes, que ce soit en 45 ou avant, à chaque fois vous avez des révoltes qui germent dans chaque coin de l'Algérie parce que l'Algérie est un pays qui est toujours resté insoumis. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai surtout à cœur de rappeler, malheureusement, paix à son âme, à mon grand-père, qu'il a été assassiné par la France 6 mois avant la fin de la guerre, 6 mois avant devant ses enfants, à coups de fusil. Il a mis une semaine à mourir. Que mon père, rahimahullah, pareil, a été tué parce que les Français ont fait des bombes atomiques dans le désert et qu'il est parti faire la guerre des sables en 63. Et beaucoup d'Algériens ont été contaminés. C'est ça la France coloniale, c'est la destruction, c'est la barbarie, c'est le massacre de masse, c'est quasiment 5 millions d'Algériens qui ont été tués en 132 ans, c'est ça qu'il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, on doit se féliciter que le pays ait été libéré, non pas indépendant, mais libéré. C'est important que l'indépendance, c'est la France vis-à-vis de l'Algérie, pas le contraire. Le pays a été libéré de la barbarie coloniale, de cette nuit noire qui a duré 132 ans, et Dieu merci, aujourd'hui, le pays est en train enfin de se relancer. Justement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en a longuement parlé lors de son allocution aujourd'hui. 70 années après le 1er novembre 1954, l'Algérie victorieuse du colonialisme poursuit sa marche triomphante, affirme Abdelmadjid Tebboune. Regardez. إن هذه المناسبة الوطنية الخالدة الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر تبقى نفحاتها الطيبة تثبت بأن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار. في هذه الذكرى ال70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة أتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والمرابطون على الحدود دفاعاً عن أرضنا الطاهرة والساهرين على حماية أجوائنا ومشارفنا البحرية والمستعدين لبذل النفس والنفيس والتضحية من أجل الحفاظ على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها. Abdelkader Sofi, ce sont des mots forts utilisés par le président Abdelmadjid Tebboune. Oui, mais absolument. Je crois que le territoire algérien a été libéré avec le sang. Et ce qu'il y a de plus cher en Algérie, c'est le sang du martyr. Donc on ne peut avoir plus cher que ça. Et quand je dis le sang du martyr, cela veut dire que l'Algérie aujourd'hui, qui est une population de 50 millions, s'il n'y a pas eu de crimes génocidaires en Algérie, on serait à 90 millions facilement d'habitants. C'est pour dire combien nous avons perdu pour arriver à cette indépendance. La mémoire collective algérienne se souvient et rapporte à cette génération d'aujourd'hui et elle jouera le rôle d'ARN, conducteur d'informations et du vécu à toutes les générations futures. Et c'est ce qui fait la valeur de l'Algérien. Aujourd'hui, nous, au moins, nous avons, j'allais dire, cet honneur de dire l'Ayrham Shuhada. C'est parce que
l'Algérie a été libérée par les Algériens. D'abord par les Algériens, ils n'ont pu compter que sur eux-mêmes. Et que ces valeurs inculquées depuis tout le temps donc, de cette algérianité et qui ne date pas d'hier et qui est bien antérieure à l'existence même du colon français, quand l'Algérie existait et que la France n'existait pas, quand l'Algérie sauvait les rois de France de la décadence. Donc ces mots, effectivement, sont forts parce qu'ils reproduisent réellement, fidèlement, ce que est cette révolution pour l'Algérien et pour l'Algérie, et ce qu'est justement dans cette entreprise de l'Algérie à toujours aller de l'avant, à se protéger, à protéger sa progéniture et à devenir ou redevenir puissante comme elle le fut jadis. Très bien, alors le 1er novembre, on continue d'en parler dans quelques instants. Vous regardez Al24 News, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit notre émission consacrée au 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. La déclaration du 1er novembre était le premier produit médiatique de la révolution et la voix, bien évidemment, de Issam Saoudi a contribué à cette révolution. Elle l'a même accompagnée. يتلقى اليوم في الجزائر وعلى يد أبطال جيش التحرير وكل المناضلين الجزائريين يتلقى اليوم ضربات مميتة في الجبال في السهول في المدن والقرى والعواصم ولن تستطيع أي قوة مهما بلغت أن تمنع الشعب الجزائري أن يواصل زحفه المقدس. عليك أيها الشعب العربي الحر في الجزائر العربية الحرة، أيها المواطنون الأحرار في الجزائر العربية الحرة السيدة، غدا يوم الثلاثاء 3 جويليا يعلن مبدئيا عن النتائج النهائية للاستفتاء التاريخي الذي يجسم استقلالنا ويبرز دولتنا الفتية الصاعدة، هذه الدولة التي نهبها منا العدو 132 سنة، هذه الدولة التي كافح من أجلها عبد القادر والمقراني وأبو عمامة، هذه الدولة التي ضحينا من أجلها ب45,000 من أبناء وبنات شعبنا، هذه الدولة التي ضحينا من أجلها في ظرف 7 سنوات ونصف، ضحينا بما يزيد عن 1,000,000 شهيد من خيرة أبناء وبنات شعبنا العظيم. Badis Khnissa, on ne peut pas parler aujourd'hui de la déclaration du 1er novembre sans évoquer la voix de Issam Saoudi. Écoutez, dans toutes les révolutions, notamment algériennes glorieuses, il y a toujours justement ces symboles forts qui marquent à jamais, d'une manière éternelle, justement le sacrifice et l'engagement et l'effort national qui a été consenti. Et sa voix en fait partie justement, puisque ça a été au-delà de la voix elle-même, je dirais off, c'est une voix aussi qui a su rassembler, unifier, mais surtout créer cette synergie qui a permis aujourd'hui, en tout cas, de voir l'Algérie émerger en tant que pays libre et indépendant. Donc, vous avez des leviers comme cela, comme tant d'autres, comme des hommes et des femmes qui ont contribué effectivement dans ce long parcours, je dirais, sinueux, qui est sortir du joug colonial, mais surtout aussi sortir du projet colonial, faut-il le rappeler. Et là, je reviens un peu sur, ça a été évoqué tout à l'heure, cette complémentarité entre le combat militaire et purement armé et le combat, je dirais, ou la lutte diplomatique.
Vous avez évoqué tout à l'heure mai 45. On peut revenir rapidement dans la chronologie, notamment sur tout le point de bascule aussi lors de la conférence de Bandung. Et il s'en est suivi l'ouverture du premier bureau, notamment au mois de janvier 56 à New York, notamment du FLN. En 57, la question algérienne a été posée à l'ONU. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, il y a cette complémentarité des deux combats. Mais entre deux, si vous me permettez, il y a cette société civile qui est composée notamment par des personnes, des hommes et des femmes dévoués, qui ne sont pas forcément encartés, qui n'ont pas forcément l'instruction militaire, mais qui se sont investis, engagés. Et c'est ce qui a permis cette, je dirais, vague scélérate citoyenne qui a permis non seulement de déconstruire la thèse de la superpuissance colonialiste, mais surtout aussi de l'invincibilité de la France de l'époque, et elle a permis effectivement, dans un élan de volonté inébranlable, à sortir encore une fois du projet colonial et surtout du grand remplacement, parlons-en. Et c'est là où effectivement le grand remplacement prend tout son sens malheureusement, où dans ce projet colonial, la France voulait effectivement d'une manière littérale supprimer, éliminer, exterminer un peuple pour le remplacer par des colons. Très bien. Alors, messieurs, on a pu assister à d'importantes démonstrations militaires ce matin lors de la parade, semblable à celle de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. On a pu le voir tout à l'heure. Il y a eu les militaires algériens. Ils ont scandé Raza Raza, le nom de cette ville, Raza, qui n'est pas que l'on ne peut pas citer ailleurs. Eh bien, en Algérie, on le cite et en ce jour très important, cette date d'anniversaire très importante, Gamal Abina. Oui, tout à fait. J'ai donc regardé comme tout le monde le défilé militaire. Et ce passage où effectivement les militaires scandent Raza Raza fait écho par rapport au fait que nous, on a subi 132 ans de colonisation. Raza, ça fait 76 ans, enfin la Palestine pour être très précis. Actuellement, la barbarie s'est abattue sur eux, sur le Liban, pas l'oublier, parce que le Liban, tout le sud a été ravagé. Et ces barbares veulent attaquer l'Iran. Enfin, on a compris qu'ils étaient. Ce sont des colons qui n'ont rien de juif. Il faut sortir de ce mythe ridicule. Ce sont des colons qui sont européens et qui ont toujours eu la même méthode depuis 400 ans de sortir de leurs frontières pour aller coloniser, pour aller répandre la sauvagerie coloniale que l'on a connue en Algérie. Donc c'est vrai que lorsqu'on voit un défilé militaire de ce type, ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle d'abord que c'est l'Algérie qui a amené pour la première fois en 1974 Yasser Arafat à l'ONU, ce qui n'est pas rien. Ensuite que c'est l'Algérie qui en 88 fait le Conseil national palestinien pour consacrer la création de l'État palestinien. Puis à nouveau, l'Algérie fait parler d'elle récemment à l'ONU en portant la question palestinienne, comme d'ailleurs à l'époque la question algérienne était portée par d'autres pays arabes. Donc cette concomitance, ce destin commun, qui n'y a pas de différence entre les deux peuples, eh bien c'est un destin qui est rappelé à ce moment-là justement de l'armée. C'est un destin qui rappelle effectivement l'importance pour l'Algérie de la décolonisation. Il faut se rappeler ce qui était dit à la fin de la guerre coloniale. L'Algérie ne sera décolonisée que lorsque la Palestine sera décolonisée. Et d'ailleurs, avant la réforme constitutionnelle, le seul pays pour lequel on pouvait s'engager en sortant l'armée des frontières, c'était le cas en 1973, c'est la Palestine. C'est la seule exception où l'armée algérienne a le droit de sortir des frontières. Sinon, elle ne pouvait pas sortir des frontières. Donc c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir que les Algériens restent chevillés au corps sur la question palestinienne. Chaud au cœur de penser que les Palestiniens, bon, ils ont un long parcours devant eux, mais finiront par obtenir la libération de ces territoires. Et chaud au cœur de penser qu'effectivement, dans les peuples arabes et les peuples algériens en particulier, eh bien cet écho vient de loin. J'ai envie de rappeler, il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Mon père, à son âme, a rencontré Gamal Abdel Nasser à Alger, à l'époque, au palais présidentiel. Ça lui a fait une forte impression parce que Nasser, c'était l'homme qui avait soutenu la révolution algérienne avec le panarabisme et qui livrait des armes. Il l'a payé d'ailleurs, parce qu'on l'a attaqué en 1956, l'expédition tripartite, c'était France, Angleterre et les sionistes. Donc aujourd'hui, ça fait écho, effectivement, il y a toujours un rappel de l'histoire qui dit que finalement, l'Algérie, mec des révolutionnaires, mec effectivement des gens qui veulent libérer leur territoire, comme la Namibie, comme on l'a vu l'Afrique du Sud, comme on l'a vu effectivement en Angola, comme on l'a vu dans pas mal de territoires, même en Irlande. Eh bien l'Algérie a toujours été une sorte de ferment lactique comme ça, une ferment qui permet de ramener tous les révolutionnaires qui ont pour modèle le modèle algérien, et je donne pour finir mon propos l'exemple par exemple de Mandela, qui a quand même fait ses armes en Algérie et qui l'a revendiqué, et qui lorsqu'il sortira de cette incarcération qui durera 27 ans, un des premiers pays à qui il va rendre visite pour le remercier de la fraternité qui était absolue des Algériens, c'est l'Algérie. Et il le rappelle aux États-Unis, l'Algérie, la Libye, l'Iran, le Nicaragua, c'est les pays qui l'ont soutenu le plus. Le reste évidemment était absent. Très bien, merci Gamal Abina. Alors, vous me tendez la perche pour aller sur un autre sujet que je voudrais aborder ce soir. Il y a eu plusieurs invités d'honneur, dont des chefs d'État de pays frères et amis qui ont donc participé à cet événement grandiose. On a pu voir
au niveau de la tribune d'honneur le président tunisien Kais Saïed, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani, Brahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, ainsi que le président du Conseil présidentiel libyen Younes El Menfi. Il y avait également de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, ainsi que des membres de familles révolutionnaires et de représentants de corps diplomatiques accrédités en Algérie. La présence de ces dirigeants arabes dénote de la confiance qu'ils portent à l'Algérie. C'est ce qu'a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune. On regarde. أعرب لضيوفنا الكرام أصحاب الفخامة قادة الدول الشقيقة وكذلك أصدقاء الجزائر على صادق الترحيب وجزيل الشكر لحضورهم معنا ومشاركتنا بهجة هذه الذكرى المجيدة، تقديرا منهم لمكانة الجزائر ومساهمتها في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وثباتها على مساندة القضايا العادلة والدفاع عن حق الشعوب في السلم والتنمية. Abdelkader Sofi, c'est toute la dimension maghrébine qui est incarnée par la présence de ces chefs d'État. Il y a le président Kais Saïed qu'on vient de voir à l'écran. Il a été fraîchement réélu, on le rappelle. Quelle est la symbolique de sa présence aujourd'hui? Vous l'avez dit, la symbolique, c'est cette volonté de reconstruire ou de construire cette unité maghrébine. Tiens, d'ailleurs, je vais vous dire, c'est toute la différence entre l'approche algérienne et l'approche marocaine. Parce que l'Algérie veut construire une unité maghrébine entre les États maghrébins, alors que le Maroc veut construire un Maghreb marocain. Ça veut dire cet esprit extensionniste et colonialisateur qui fait fi justement de ces valeurs qui sont véhiculées par l'Algérie et qui sont partagées par les républiques maghrébines. D'ailleurs, nous avons vu qu'aujourd'hui, cette présence, elle est non seulement visible, mais c'est pour la deuxième fois. L'année passée aussi, donc ces mêmes présidents étaient là, et nous pouvons aussi, à travers ce moment-là, nous rappeler le passage des feux Hania et Sinoir, qui étaient donc de la fête. Et le slogan de Gaza n'est pas pour rien, car Gaza rappelle justement cet esprit d'indépendance algérienne. Et cet esprit d'indépendance algérienne, regardez nos amis Abina et Khinitsa, ils sont à l'étranger, mais ils sont restés attachés et fidèles aux valeurs de leur pays, car ce 1er novembre a forgé l'homme qui est l'Algérien un peu partout à travers le monde, pas spécialement que celui qui est resté ici, mais surtout, il a gravé à jamais cette fierté de porter le nom de l'Algérien. Cette fierté, on la voit, donc, qui est partagée par nos amis, nos frères mauritaniens, donc libyens, tunisiens, et qui aimeraient bien justement atteindre cette sérénité que dégage l'Algérie, mais surtout, j'allais dire, cette façon de se sentir en paix, mais surtout protégé. Aujourd'hui, l'image qui est véhiculée par ce défilé, c'est que l'Algérie est non seulement capable de protéger son territoire, mais d'assurer la liberté, d'assurer la sécurité, la sérénité et la paix dans son voisinage et dans son pays. Très bien. Vous avez évoqué justement les Palestiniens, paix à leurs âmes, donc Ismaël Haniyeh et Yahya Sinwar. Il y a eu ce message de Mahmoud Abbas, le président de l'État frère de Palestine, dans lequel il a exprimé ses fraternelles félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la glorieuse guerre de révolution algérienne. Il a également hautement apprécié les positions constantes de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. L'Algérie qui se bat également à propos de la cause sahraoui
sahraoui. Il y a eu d'ailleurs la présence du président de la RAST. Badis Khnissa, c'est la présence de Brahim Ghali. C'est aussi un signe fort, selon vous, la cause sahraoui et son droit à l'autodétermination. Ce sont des points essentiels sur lesquels insiste l'Algérie. Absolument. Absolument. Il faut revenir un peu à la chronologie, il faut revenir à la symbolique. Ça a été évoqué, effectivement, l'Algérie, par tous les temps, a été la Mecque de tous les révolutionnaires. La révolution algérienne glorieuse a fait des émules, elle a créé un guide, je dirais, pour la sortie du diktat, justement, de tous les projets coloniaux à travers le monde. Mais au passage, je rappelle que l'Algérie était peut-être le seul pays arabo-musulman, et même africain, qui a arraché par les armes son indépendance à une superpuissance occidentale, faut-il le rappeler. Je pense qu'aujourd'hui, cette présence, notamment, y compris le président du Sahara occidental, dénote d'abord que l'Algérie n'est pas seule. L'Algérie, au contraire, a créé une dynamique favorable, mais une dynamique vertueuse, au même titre que, comme le président de la République à maintes reprises l'a rappelé dans ses allocutions et même ses rencontres à travers un projet pan-arabiste, mais un projet aussi panafricaniste vertueux, bienveillant. Et cela, c'est un peu le continuum de cette diplomatie vertueuse algérienne qui tire son ADN justement de cette révolution glorieuse. C'est comme pour dire qu'effectivement que l'Algérie mesure le prix qui a été justement le lourd tribut et le prix de cette indépendance. C'est pourquoi elle se projette à travers une analogie de révolution avec les peuples opprimés et oppressés, y compris le Sahara occidental et la cause palestinienne, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est pourquoi peut-être l'Algérie est l'un des seuls pays qui n'est pas dans les slogans creux, mais plutôt dans les actes. Et là, je tiens à rappeler, juste avant le sommet de la Ligue arabe en novembre 2022, où il y a eu cette poignée de main de rassemblement, d'unité justement des factions de résistance palestiniennes. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, nous sommes dans les actes. L'Algérie crée un consensus, l'Algérie crée la convergence des luttes vertueuses pour justement sortir de l'oppression, sortir de la colonisation. Et c'est pourquoi la diplomatie algérienne, ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, elle s'est hissée sur le sommet du monde de la diplomatie. Elle est même une référence, une lanterne à travers cette révolution glorieuse, effectivement, et ce lourd sacrifice, mais aussi à travers ces projections, des projections qui mettent toujours l'intérêt commun au centre du débat, au centre de l'intérêt des peuples notamment, les peuples amis, les pays amis. Et je pense qu'aujourd'hui, cette tribune, en dit long, elle est très représentative justement sur cette concertation, cette collégialité que l'Algérie veut initier à travers un projet clair, une vision globale, généralisée, pas seulement par rapport au Sud global ou les pays non alignés, mais plutôt dans un élan de vouloir créer une impulsion, un espace géopolitique, au même titre que l'espace du monde arabe, récemment avec les visites du président de la République en Égypte, au Sultanat d'Oman, comme pour dire qu'effectivement, il est temps d'agir ensemble, collectivement, dans une intelligence collective, et peut-être en tirer les enseignements de le génie de la révolution algérienne. Gamal Abina, depuis le premier mandat du président Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a retrouvé ses lettres de noblesse, on peut le dire clairement. L'Algérie, fidèle à ses principes, le démontre encore une fois en soutenant la lutte du peuple sahraoui d'une part, la lutte du peuple palestinien d'autre part. Finalement, l'action algérienne est devenue aujourd'hui importante, l'action algérienne est devenue aujourd'hui un exemple à suivre. J'allais dire que ça fait longtemps que l'action algérienne est un exemple. Déjà dans les années 70, quand on voit Éthiopie et Érythrée, quand on voit l'histoire du détournement d'avion par Carlos et négocié par l'Algérie, quand on voit que au début des années 80, eh bien, la libération des otages iraniens, c'est encore l'Algérie. Qu'en 75, l'Algérie met d'accord l'Iran du Shah et Saddam Hussein pour se faire en sorte de ramener la paix. Il y a beaucoup d'actions politiques directes et visibles qui ont été conduites par l'Algérie, d'autres beaucoup moins visibles. Mais on sait que l'Algérie a toujours été une sorte de plateforme comme ça de négociateurs, une plateforme très diplomatique d'ailleurs. C'est intéressant de le rappeler, pour un peuple qui, lorsque les colons sortent du territoire, laisse à peine 15% de gens qui savent à peine lire et écrire, et 2000 universitaires sur 9 millions d'habitants. Il faut voir le chiffre. On est passé dans un autre monde aujourd'hui. Eh bien, il y a eu une intuition de la part de ces négociateurs qui n'étaient pas nécessairement très éduqués, qui n'avaient pas été loin dans les études, mais qui avaient ce sens tactique, ce sens de la parole, qui permettait d'obtenir des résultats assez incroyables alors qu'on ne les attendait pas là. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut penser que l'Algérie est un modèle, une sorte de phare. Il ne faut jamais oublier une chose importante, parce qu'il y a beaucoup de négationnistes qui veulent nier la réalité de l'action algérienne. C'est que certains pays ont été libérés directement par l'action algérienne. Je veux dire, quand l'Algérie démarre la révolution le 1er novembre 1954, la Toussaint Rouge, tous les pays africains francophones sont colonisés.
2 ans plus tard, pour augmenter la pression militaire sur l'Algérie, eh bien la France relâche la Tunisie et le Maroc. C'est pas une lutte âpre de la part de ces deux pays, même s'ils n'ont pas démérité. C'est vraiment le fait que l'Algérie concentre tous les efforts parce que la France voulait conserver ce département, donc a lâché le Maroc et la Tunisie pour concentrer ses efforts, puisqu'il y avait déjà les mouvements insurrectionnels. Et ensuite, il lâche en 60 tous les pays africains francophones. Une négociation évidemment, mais il les lâche quand même. Il n'y a plus de présence militaire massive pour augmenter leur puissance sur l'Algérie. C'est après De Gaulle. Et puis finalement, 2 ans plus tard, ils finissent par lâcher l'Algérie parce qu'effectivement, la révolution est portée à Paris. On se rappelle du 17 octobre 61 qui relance les négociations pour arriver aux accords d'Évian. Tout cela dit quoi? Ça dit que l'Algérie a su à la fois à faire des pressions militaires qui étaient réelles et concrètes. On n'a jamais baissé les armes, contrairement à l'idée reçue. Certains voudraient faire croire qu'on n'a pas gagné militairement, mais si, on a gagné militairement. Un pays qui gagne une guerre ne part pas du territoire. En l'occurrence, la France a perdu militairement et politiquement. Sur les deux fronts, on a été gagnant. Et c'est vrai qu'in fine, on se rend compte que d'autres mouvements révolutionnaires ont finalement emboîté le pas au mouvement algérien. Ils se sont dit, c'est possible, c'était possible. Et je rends hommage à un homme, d'ailleurs, qu'on ne cite pas beaucoup, même si en Algérie il est très connu, c'est Abdelkrim Khattabi. Abdelkrim Khattabi, lorsqu'il lance sa révolution en 1920, parce que c'est une révolution, il va battre les Espagnols à Anoual, la bataille d'Anoual. Il va les battre. 30 000 combattants espagnols sont mis à terre par des paysans. Parce que cet homme éclairé voulait libérer le Maghreb. Jamais oublié ça. Dans le Rif oriental. Eh bien, l'Algérie, effectivement, a fini par se dire c'est possible grâce à ce modèle-là, qui lui-même était inspiré par l'émir Abdelkader. Donc, c'est intéressant de voir les filiations, les passations de pouvoir avec des hommes honnêtes. Eh bien, aujourd'hui, d'autres mouvements révolutionnaires ont emboîté le pas sur l'Algérie, comme la Palestine, et on espère tous, effectivement, que la Palestine sera libérée d'une manière ou d'une autre par de l'oppression barbare coloniale menée par l'Occident là-bas. Très bien, alors messieurs, de la dimension maghrébine, on passe à une dimension continentale et nous allons du côté d'Oran où se trouve notre envoyé spécial Tinhinan Makassi. Tinhinan Makassi n'est pas encore avec nous, on la rejoindra un peu plus tard. Abdelkader Choufi, le temps de me tourner vers vous concernant la question libyenne, justement. C'est un sujet qu'a abordé le président de la République, il l'a longuement abordé à Alger ces derniers temps avec la visite du président du Conseil libyen, Younes El Menfi, qui était aussi présent aujourd'hui lors du défilé. C'est la question libyenne, le règlement de la question libyenne et interlibyen finalement. Écoutez, le président insiste là-dessus. Écoutez, le président algérien, justement, on a parlé d'ailleurs à plus d'un titre, même lors de son passage en Égypte, au Caire, il a évoqué la question libyenne et il a été très clair que la question libyenne doit être réglée entre Libyens et que le respect, justement, des Libyens passe par le respect de cette transition qui est entre les mains de ce gouvernement de légitimité internationale, car il a l'obligation d'aller de l'avant pour préparer les élections et donc pour que le peuple libyen puisse choisir son représentant ou ses représentants. Et c'est pour cela que l'Algérie reste toujours donc fidèle à son action avec les Libyens, tous les Libyens. Et nous savons que dans la divergence libyenne se tient le détail du diable, car derrière cela, ce sont les intérêts exogènes qui ont poussé donc, et qui maintiennent cet état d'ordre accompli ou ce statu quo qui perdure en Libye depuis maintenant 2011 malheureusement, et à chaque fois qu'on arrive à trouver des solutions, il y a toujours ces facteurs exogènes qui essayent d'interférer. Le président de la République l'a rappelé, d'abord au Caire, avec son homologue égyptien. Il a rappelé encore cette fois-ci pour dire que les Libyens doivent se concerter entre eux et aller de l'avant parce qu'ils sont seuls à pouvoir trouver la solution et ils ne doivent en aucun cas permettre aux autres d'interférer et de gérer donc les affaires, leurs affaires à leur place. Très bien. Alors, on va maintenant du côté d'Oran où se trouve notre envoyé spécial Tinhinan Makassi. Tinhinan, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends très bien, Noël. Bonsoir.
Bonsoir à vous, Tinhinan. Alors, vous assistez à la 4e édition du Forum de la jeunesse africaine qui s'est donc ouverte aujourd'hui à Oran avec la participation de près de 500 jeunes venus de 55 pays africains à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse qui coïncide avec ce 1er novembre. Alors, Tinhinan, est-ce que la date du 1er novembre donc, est présente à ce forum? Qu'est-ce qu'elle incarne plutôt auprès de la nouvelle génération africaine? Alors, pour vous dire, si elle est présente aujourd'hui, elle est présente. Évidemment qu'elle est présente ce 1er novembre. Ce 70e anniversaire est présent dans l'ensemble des esprits qui sont ici, qui sont venus des 4 coins du continent. Vous l'avez dit, il y a plus de 500 personnes. Il y a les 55 pays avec des délégations qui sont présentes. Et dans l'esprit de chacun d'eux, c'est ce fameux 1er novembre qui anime cette présence ici. Pour vous imager un peu cette journée ici, je vous rappelez les mots de Amilcar Cabral qui a dit que les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque et les révolutionnaires vont à Alger. Et aujourd'hui, les panafricains vont à Oran. C'est avec cet esprit d'un panafricanisme et de l'union, de l'unité africaine que ces 500 jeunes sont venus ici. Pour cette nouvelle génération, il est surtout question de flambeau, il est question d'un héritage. D'abord, l'héritage du 1er novembre, et on nous l'a dit toute la journée, on nous l'a dit aujourd'hui. Pour nous, nous sommes les héritiers des moudjahidines algériens qui ont décidé de mettre fin au joug de la domination coloniale, de mettre la fin au joug de la domination impérialiste et de construire l'unité africaine. Cette dimension africaine qu'a eu la glorieuse révolution algérienne est présente bien évidemment dans l'esprit des participants à ce forum, parce qu'ils ont reçu cet héritage de l'Algérie, mec des révolutionnaires, cet héritage de l'Algérie qui refuse de courber les chines devant l'impérialisme, qui a défendu les couleurs africaines, les libérations africaines. Elle est ici et on la ressent ici, et c'est donc vraiment cet esprit d'unité, de convivialité que la jeunesse panafricaine s'est réunie. D'ailleurs, même tout au long de la journée, les prises de parole, par exemple, du président du Haut Conseil de la jeunesse algérienne l'a rappelé 3 fois de suite et de façon consécutive, Viva Africa, Viva Algéria. La représentante du président de la commission de l'Union africaine, qui est, elle, chargée de la commission femmes, genre et jeunesse au sein de l'Union africaine, elle aussi n'a cessé de le répéter, Viva Africa, Viva Algéria. C'est dans cet esprit de l'itinéraire Algérie-Afrique, les liens Algérie-Afrique, que cette première journée s'est déroulée ici à Oran. Très bien, merci Tinhinan Makassi. Vous aurez à intervenir également lors de l'édition de 19h. Merci encore et bon courage à Oran. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite après la pub. Merci de nous rejoindre pour cette 3e et dernière partie de l'émission consacrée au 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Alors, les Algériens étaient très présents, ils étaient présents en masse aujourd'hui au niveau de la place au niveau des Sablettes, donc pour assister à ce défilé. Ils sont venus nombreux, la jeunesse était très présente ce soir, même hier, au moment à minuit, au moment des coups de canon, ils étaient là, ils étaient en ville, tous prêts à fêter cet anniversaire. Badis Khnissa, comment est-ce qu'on peut décrire cet engouement aujourd'hui de la jeunesse ? Si vous me permettez juste rapidement, j'aimerais revenir sur juste le sujet d'avant et notamment ce travail et action commune, notamment à travers la jeunesse panafricaniste. Moi, j'ai eu l'occasion justement de participer, même de co-organiser en septembre 2022 au sein de l'Observatoire national de la société civile, donc en organisation avec le ministère des Affaires étrangères, ce qu'on a appelé le Forum de la société civile arabe, effectivement. Et ce qu'on a retenu, au-delà bien évidemment je dirais de l'action et de la réflexion commune et collective, c'est que l'Algérie de tout temps restera, je dirais, l'espace favorable qui favorise notamment la concertation, la collégialité, mais surtout aussi l'intelligence collective qui permettra, in fine, justement, de pouvoir transcender non seulement la révolution algérienne, qui est un exemple, je dirais, indissociable du dévouement, du courage, mais surtout aussi de pouvoir
rendre les choses possibles, notamment, et sortir du diktat du projet colonial français. Donc il est important de le rappeler comme ce type de jalon, ce type justement d'événements qui permettent, au-delà de transcender les synergies, c'est aussi de casser les frontières virtuelles qui ont été d'ailleurs imposées par le colon lui-même. Pour revenir effectivement à l'engouement aujourd'hui, nous avons tous vécu une journée assez mémorable, mais surtout assez particulière, puisque justement à travers cet auditoire, cette audience, notamment que ce soit les gens présents sur place, mais aussi, je vous prends l'exemple de mon propre exemple à moi, où j'étais en famille avec mes propres enfants, à regarder, mais vraiment ému avec une émotion certaine, non seulement de voir cette émulsion, mais surtout cette symbiose qui reflète d'ailleurs le legs, notamment, et surtout la chronologie dans l'histoire de cette synergie, ce que j'ai qualifié tout à l'heure, de cette unité sacrée, et ça sanctuarisé notamment de nos aïeux, qui ont permis justement de converger tous dans le même combat. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, ce sont des combats d'une autre nature, des luttes d'une autre nature aussi, qui sont pas, je dirais, à moindre importance, puisque, vous le savez, la reconfiguration géopolitique, les défis qui soient internes, notamment à travers d'autres révolutions, qu'elles soient des révolutions économiques, des révolutions sociales, sociétales, politiques et même technologiques. Et je pense qu'aujourd'hui, cet engouement reflète parfaitement l'attachement de notre peuple algérien, que je disais tout à l'heure, est le ciment liant justement entre les deux combats, qu'il soit le combat militaire ou le combat justement diplomatique. Donc le peuple a su aussi aujourd'hui, comme un seul homme, comme une seule femme, comme pour montrer aussi qu'il est vent debout aux côtés de ces institutions, aux côtés de ce qu'est devenu l'Algérie aujourd'hui, après tant de chemin parcouru, pour dire qu'effectivement, ils sont toujours parés dans un continuum justement pour porter le flambeau, pour rester justement ces défenseurs, là où ils se trouvent, que ce soit à travers la communauté nationale ou sur le territoire, les fervents défenseurs de l'intérêt des acquis de l'Algérie, mais surtout aussi pour lui permettre justement de transcender et de créer, continuer à illustrer les espoirs notamment de nos aïeux, à savoir voir l'Algérie libre et indépendante, mais la voir rayonnante, la voir ambitieuse, la voir audacieuse, et cela bien évidemment à travers cette synergie. Gamal Abina, le peuple algérien a renoué aujourd'hui avec les défilés militaires. En fait, non, il a renoué avec les défilés militaires il y a 2 ans, après une interruption de 33 années, le dernier ayant eu lieu le 1er novembre 1989 pour commémorer la Révolution. Qu'en pensez-vous de cet engouement aujourd'hui du peuple algérien pour le défilé militaire ? Il semblerait que nous ayons un problème avec Gamal Abina, on ne vous entend pas. Vous m'entendez pas là? Vous m'entendez mieux? C'est bon? Là, c'est bon. Très bien. Donc oui, excusez-moi. J'ai donc eu l'occasion d'en parler avec pas mal d'Algériens et d'Algériennes de ce défilé, d'ici ou de là-bas. Et c'est vrai que l'engouement, on le voit dans les réseaux sociaux, ça a été un boom, où vraiment il y a un vrai suivi. C'est le sentiment d'abord, on voit un défilé quand même de qualité, dans une place magnifique, à côté de la mosquée. Et surtout, on voit que c'était fait de façon assez magistrale, entre l'armée de terre, les interarmées, mer, les sous-marins, qu'on a vu, les 3 sous-marins, toutes les frégates, l'aviation, les parachutistes. Enfin, on a vraiment le sentiment qu'on a une armée très moderne, très bien équipée, avec du matériel fabriqué sur place pour certains éléments. Je parle des blindés, des véhicules légers. Donc tout ça donne le sentiment. On a même vu des hélicoptères Augusta. C'est celui qui va fabriquer normalement les hélicoptères en Algérie, l'italien Augusta. Donc on a bien vu effectivement une certaine richesse dans un défilé qui est quand même assez spectaculaire, on peut le dire, dans des conditions extrêmement favorables, avec un ciel bleu et surtout avec un décor. On voit bien le décorum est très bien planté. C'est vraiment le défilé qu'on pouvait espérer et qui ferait largement concurrence à certains autres défilés militaires que je ne vais pas nommer, où on a vraiment le sentiment que l'Algérie a su mettre en scène, un 1er novembre, donc on est quasiment pas loin de l'hiver, dans un territoire libéré, un défilé de haute voltige. Et j'ai envie de dire que j'ai eu, moi, l'occasion de célébrer comme tout le monde les 50 ans, mais à l'époque, c'était pas du tout la même chose. On était vraiment sur les petits défilés, rapidement faits, il n'y avait pas cette maestra, cette mise en scène, ce travail calibré, et c'est vrai que ça donne le sentiment à la fois d'un pays structuré, restructuré, qui se relance, qui va de l'avant, mais surtout, et c'est très important, une image extrêmement positive d'une Algérie qui se modernise, parce qu'on a vu beaucoup de matériel militaire qui était électronique, ça a été rappelé à chaque fois dans les commentaires, et on a vu effectivement des avions de haute technologie, on a vu les S-400, on a vu vraiment un défilé de haut vol avec un équipement de dernière génération qui donne le sentiment que l'Algérie est passée dans la modernité. Maintenant, on attend une chose, effectivement, c'est de pouvoir voir
tout ce matériel militaire construit en totalité sur place, même si une partie est déjà faite, et de se dire qu'effectivement on est devenu indépendant à tout point de vue, même au niveau de l'équipement militaire. Mais c'est vrai que l'image renvoyée par ce défilé, c'est une image de force assez extraordinaire, avec des hommes qui rendent vraiment, pour le coup, vraiment fiers, j'ai envie de dire, l'ancienne génération qui les voit défiler aujourd'hui, parce que cette génération est arrivée vraiment quasiment en guenilles, avec des fusils de chasse. C'est comme ça qu'a commencé la révolution, et aujourd'hui on a un pays qui est respectable et respecté. Alors on a vu également que le président de la République a été chaleureusement accueilli par le peuple algérien, Abdelkader Soufi, quelques semaines seulement après sa réélection pour un second mandat à la tête du pays. C'est un signe fort aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous avez vu donc cet engouement populaire qui était déjà hier présent avec ces feux d'artifice et cette fête, mais aujourd'hui très très tôt le matin, tout l'espace a été envahi par le peuple algérien, et c'est à plus d'un titre. D'abord, c'était, comme vous l'avez si bien dit, pour accueillir le président de la République. De façon très chaleureuse. Qui a, bien sûr, donc pour voir cette interconnectivité entre le président et le peuple, qui a aussi, donc, en d'autres termes, rétabli cette habitude de défiler. Aussi, il est venu accueillir son armée, car cette armée, elle a été créée par le peuple. En 1954, avec des couteaux et des fusils. Aujourd'hui, regardez cette armée. Pas beaucoup d'armées dans le monde sont capables de faire un défilé pareil, parce qu'en dehors de ce que nous voyons dans ce défilé, il y a une stratégie militaire que les militaires savent faire une lecture, le passage des avions, des sous-marins, des forces spéciales, aussi des blindés, des troupes, des missiles. Il y a une lecture militaire qu'eux, ils sauront lire et comprendre. Donc il y a aussi ce message qui est destiné à cette beauté du défilé, mais aussi c'est à dire comment est la préparation et la disponibilité de l'armée nationale et à quel point elle est apte à agir quand il le faut. Ensuite, donc aussi, c'est l'Algérie qui sait partager cet événement avec ses frères et ses amis. C'est pourquoi nous avons vu sur ce podium-là autant de pays frères, voisins et amis présents. Enfin, la grandeur de la mosquée d'Alger qui domine cette esplanade extraordinaire et la baie d'Alger à travers laquelle on a pu voir donc tout ce défilé dans toute sa splendeur, que ce soit sur terre, en air ou sur la mer. Très bien. Et le président de la République a également évoqué, Abdelkader Soufi, le rôle de l'armée algérienne qui défend son territoire, et exclusivement son territoire. Regardez. ويجدر أن أؤكد هنا على عقيدة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير، عقيدته الدفاعية، وعلى أن سلاحه موجه حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية سيادتها الوطنية إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا واحتراما للقانون الدولي وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية. Abdelkader Soufi, je reviens vers vous avant d'aller vers nos deux autres invités. L'armée, depuis sa création, n'a jamais été expansionniste. Jamais. Donc, elle a toujours été une armée de défense. D'abord de son territoire, du droit international, et c'est une armée qui a participé à travers le monde pour rétablir ou pour maintenir la paix à travers le monde, et ce depuis sa première mission en 1964. À ce jour, l'Algérie a toujours défendu le droit des peuples, l'intégrité territoriale, et elle a joué pleinement son rôle en tant qu'acteur sur la scène internationale, en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs,
vous avez vu comment que l'Algérie défend les intérêts d'autrui au sein du Conseil de sécurité. Et là, vous voyez que l'action, elle n'est pas personnelle. Elle est plus dans le collectif pour que la paix puisse régner à travers le monde. Et le rôle de l'armée algérienne est surtout de non seulement défendre le territoire national, mais surtout de participer dans j'allais dire, l'établissement d'un État puissant et fort où l'Algérien puisse vivre dignement, où l'Algérie puisse justement avoir cette ascension de pays émergents. Et ça, c'est un des rôles aussi de l'armée nationale, que de construire et de participer dans l'industrie nationale. Très bien, alors il nous reste un peu moins de 10 minutes avant la fin de cette émission. Badis Khnissa, je voudrais qu'on aborde maintenant un autre sujet. Le dossier de la mémoire, un sujet très important. Le dossier de la mémoire, un cheval de bataille du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il ne cesse de le répéter, il le répète très souvent. Le dossier de la mémoire nationale est au cœur des préoccupations de l'État. Il s'agit d'un devoir national sacré. Et il y a cette information qui est tombée tout à l'heure. Dans un communiqué rendu public ce vendredi par l'Élysée, le président français Emmanuel Macron a reconnu que le shahid Larbi Ben Mehdi avait été assassiné par des militaires français placés sous le commandement du général Ossares. Qu'en pensez-vous, Badis Khnissa ? Si vous me permettez très brièvement, je reviens un peu sur le sujet précédent parce qu'il est très important et fondamental. Très rapidement, Badis Khnissa, parce que je veux vraiment votre avis sur la déclaration de l'Élysée. Très bien. Je vous le donnerai. Non, revenir sur, effectivement, d'abord rendre hommage à tous les corps de sécurité et institutions, alors peut-être l'institution militaire, qui veille jour et nuit justement à la souveraineté et à la préservation de nos acquis, l'État-nation, mais surtout aussi des frontières de l'Algérie. Et je pense que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé la doctrine notamment de notre armée et à travers d'ailleurs cette parade militaire que certaines voix dissonantes et certaines voix hostiles à l'Algérie aimeraient la traduire à travers un prisme de dissuasion ou même d'expansionnisme. Bien au contraire, l'Algérie a démontré qu'elle est stable, elle a une armée je dirais une ANP digne héritière de l'ALN et qu'effectivement aujourd'hui elle est dévouée, elle est engagée pour perpétuer le travail de nos aïeux. Pour revenir au devoir de mémoire, effectivement le devoir de mémoire est fondamental et important. C'est une condition sine qua non, non seulement pour d'abord poser le décorum et surtout mettre le doigt là où il faut notamment, parce que comme on dit, on peut tourner la page mais on ne peut pas oublier. Donc il y a ce travail de fond et d'ailleurs je reviens sur la commission historique algérienne qui a voulu faire un travail de fond justement sur cette question et d'ailleurs c'est pourquoi fruit de son travail, le président de la République à maintes reprises a rappelé le chiffre de plus de 6 530 000 martyrs finalement depuis 1830. C'est pour vous dire qu'effectivement beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de zones grises, beaucoup de pages noires reste à élucider et le président de la République ne cesse de le répéter à travers ses discours, allocutions dirigeant vers l'ancien colonisateur, que toute la lumière doit être faite, notamment sur justement cette page sombre, notamment du projet colonial de la France. Donc le devoir de mémoire aujourd'hui se traduit aussi par la perpétuation notamment de ce travail à travers des jalons comme aujourd'hui, des célébrations comme aujourd'hui, où il y a cette action de retransmission du legs, mais surtout aussi du lourd legs et héritage, notamment de ce devoir de mémoire, puisque je dirais le présent et l'avenir de l'Algérie se construit justement sur ce devoir de mémoire, sur son histoire, sur son passé notamment, sur ses souffrances, sur ces sacrifices notamment de nos aïeux pour permettre justement de mieux rebondir et mieux comprendre aussi le contexte dans lequel nous évoluons. Très bien. Gamal Abina, comment peut-on analyser cette reconnaissance de la responsabilité de la France dans l'assassinat de Larbi Ben Mehdi ? Vous savez, ce genre de blagounette, j'apprécie pas du tout parce qu'on va être très clair. Monsieur Macron est arrivé aux commandes de l'État avec au départ un discours très offensif. Il a parlé, avant son élection, de génocide, de crime contre l'humanité, ce qui équivaut à un génocide. Puis par la suite, il a commencé à faire des petits pas. Donc j'ai un ami, Sami Boumendjel, dont le père, Ali Boumendjel, a été reconnu comme étant effectivement une victime d'un crime colonial fait par l'armée française. C'est un avocat que vous connaissez tous. Et donc Sami, malheureusement, n'a jamais vu la mémoire de son père honorée, puisqu'il est mort en 2014. Et il se trouve qu'à chaque fois, il nous a fait le coup, Maurice Audin, Sami Boumendjel, aujourd'hui, Larbi Ben Mehdi. Mais le problème, c'est que lorsqu'il fait ça, il donne des petites pichenettes comme ça, un peu insignifiantes. Alors que j'ai eu l'occasion, vous le savez, de rencontrer De Villepin à Alger. Et je l'ai interrogé de la raison pour laquelle la France ne demandait pas simplement pardon. On ne va pas faire des reconnaissances au coup par coup. Il y a un paquet de révolutionnaires
qu'on pourrait voir avoir été massacrés. Si c'est ça, les pas que fait la France, ça s'appelle les pas de fourmis. En vérité, quand il fait ça, c'est une façon un peu de se rattraper de façon minable, et c'est pas ce qu'on lui demande. Il faut reconnaître les crimes de masse. Il faut reconnaître effectivement qu'ils ont sali le désert algérien avec des bombes atomiques, 4 essais nucléaires à ciel ouvert. Il faut reconnaître qu'il y a eu des massacres de masse dans toutes les régions d'Algérie pendant 132 ans. Et ça, c'est pas une simple petite commission d'historiens qui va plus ou moins rédiger quelques textes. C'est un devoir d'État à État, et il se trouve qu'il ne le fait pas malheureusement. Alors aujourd'hui, comme par hasard, il nous sort de son chapeau l'Arbi Mehmedi. Demain, il va nous sortir qui? Un autre révolutionnaire qui a été assassiné par la France. Ça n'a aucun sens. Ce sont des faux pas. En vérité, s'il veut vraiment, M. Macron, avancer sur cette question de la mémoire, donc la reconnaissance des crimes, comme il n'y aura jamais de procès, on le sait aujourd'hui, eh bien qu'au moins la France demande pardon pour avoir assassiné autant d'Algériens. Je rappelle que le rythme de mort des Algériens, je donne les chiffres français et algériens, comme ça on va être très clair. Les Français estiment qu'il y a eu 300 000 Algériens assassinés pendant la Révolution. Ça veut dire 600 morts par semaine. Les Algériens parlent d'1 500 000 martyrs. Ça veut dire 4 000 morts par semaine. En termes de massacre de masse, je crois qu'on a du mal à faire pire. C'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de villages qui étaient tués chaque semaine, qui étaient exterminés. Et ça, on considère que ce n'est pas un crime de masse. Certains parlent de génocide, c'est vrai que le génocide culturel n'est pas discutable, mais il y a aussi des zones qui ont été victimes d'un génocide. C'était vraiment une démarche génocidaire de la part, par exemple, des premiers envahisseurs qui ont été assassinés en rentrant dans le territoire algérien, 1 million d'Algériens. Un tiers de la population. Donc il ne faut jamais oublier que ces gens sont toujours célébrés en France, je parle de Bugeaud et d'autres, ces gens sont toujours considérés comme étant des héros pour certains aspects. Rappelons-nous des crevettes Bijard, qui tuaient, qui mettaient du béton sur les pieds des Algériens et qui les jetaient des hélicoptères pour les voir mourir noyés dans la mer. C'est ça la méthode de la barbarie coloniale et de l'armée coloniale. Donc tout ça n'est pas réglé. La question de la mémoire, c'est pas de savoir si on doit ou pas se souvenir. La question de la mémoire, c'est de dire qu'un pays qui a commis des crimes, qui a commis des péchés, des crimes contre l'humanité, un pays qui ne reconnaît pas ses torts, est un pays qui ne s'honore pas. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la France ne s'honore pas en ne reconnaissant pas ses torts, parce que d'abord, l'histoire n'est pas écrite en France, il faut le savoir, c'est 2 pages dans un livre d'histoire, et ensuite et surtout, parce que, mais qu'est-ce que laissera comme image les jeunes générations d'une France qui a commis autant de crimes? C'est extraordinaire, il faut quand même se rappeler de ça. Donc moi, je pense que la seule chose pour avancer, c'est soit que M. Macron fasse un petit peu œuvre amende honorable et soit un peu sérieux dans ses reconnaissances, et non pas dans ses petites reconnaissances où il va lui mettre une fleur par-ci et puis un shahid par-là. Non, qu'il dise effectivement au nom de l'État français, la France reconnaît et demande pardon pour les crimes qu'elle a perpétrés en Algérie pendant 132 ans. En attendant, le peuple algérien, lui, sait ce qu'il a vécu, ce qu'ont vécu les martyrs de cette glorieuse guerre de libération nationale. Il sait comment ça s'est passé, les événements qui se sont donc passés. Un dernier mot pour vous, messieurs, à commencer par vous, Badis Khnissa. Le 1er novembre, que représente cette date pour vous? Très rapidement. Je pense qu'on peut revenir sur justement le slogan de ce 1er novembre exceptionnel qui est celui la révolution glorieuse, mais surtout aussi ces valeurs qui sont loyauté et renouveau. Loyauté, c'est-à-dire pour perpétuer notre engagement, notre dévouement à notre mère patrie, et renouveau pour dire effectivement de s'adapter aux mutations du monde, mais surtout aussi aux défis qui nous attendent pour les relever tous ensemble pour une Algérie meilleure, une Algérie rayonnante, ambitieuse. Merci. Gamal Abina. Moi, je dirais simplement que le 1er novembre a été une lumière pour la libération du peuple algérien qui a pu enfin s'émanciper, qu'aujourd'hui l'Algérie a près de 100% d'alphabétisation, c'est un truc qu'on oublie, 114 universités, le plus important en Afrique, et puis surtout de ne pas oublier une chose essentielle, c'est qu'on a lutté pour l'indépendance. Aujourd'hui, l'Algérie, je le répète tout le temps, doit lutter pour être la première puissance économique africaine et être respectée sur un plan économique. C'est la chose, à mon sens, la plus importante. Abdelkader Soufi, le 1er novembre. Je pense que le 1er novembre a forgé l'Algérien et a aggravé à tout jamais sa fierté, mais surtout aussi, il est l'essence même de cette existence et de cette continuation de l'Algérien et de l'Algérie. Très bien, merci. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir répondu présent ce soir, mesdames et messieurs. On arrive à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, merci Badis Khnissa, Gamal Abina et vous, Abdelkader Soufi. Je vous laisse avec la suite de nos programmes. Gloire à nos martyrs et Tahia al Jazair.